Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cible où je vous parle de stars, d'influenceurs et de polémiques. Aujourd'hui, je vous présente la suite de ma vidéo sur le 111 Private Club. Je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue. C'est la première partie, dans le fond, j'explique ce qui s'est passé dans le vol, ce qui s'est passé au resort, un peu un résumé de tout le voyage, qui est James William Awad. Fait que c'est important d'avoir vu la première vidéo si vous voulez bien comprendre tout ce que je vais parler dans cette vidéo-ci. Dans cette partie-ci, je vais parler des conséquences et des risques auxquels font face les voyageurs du vol. On va aussi parler de théories autour du vol, autour de James William Awad. Fait qu'il va y avoir comme deux petites parties à la vidéo. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter ce que vous pensez. Ça m'aiderait vraiment beaucoup pour l'algorithme. Je suis encore une petite chaîne, puis ben, ça coûte rien de mettre un like puis de s'abonner. Fait qu'on va partir la vidéo tout de suite. Donc, premièrement, dès que les vidéos du vol sont sorties, sont devenues vraiment viraux rapidement. Puis on a vu plusieurs politiciens commenter la situation assez rapidement. Il y a le ministre du Transport qui a dit sur Twitter qu'il était au courant de la situation et au courant du comportement des voyageurs sur le vol et qui demandait à Transport Canada de commencer une enquête sur la situation. Puis il n'y a pas seulement le ministre du Transport qui a réagi, il y a même littéralement Justin Trudeau qui en a parlé. Ça a fait beaucoup jaser aussi, il a traité les voyageurs de sans-dessin et d'ostrogo, je ne sais pas comment on le prononce. Je vous mets l'extrait ici. Gang de sans-dessin qui décident de partir comme des ostragos en vacances, c'est pas... c'est extrêmement frustrant et je peux vous dire que Transport Canada et le gouvernement du Canada prend ça très au sérieux. On va faire des suivis. Je suis allée chercher aussi c'était quoi la définition de ostrogode parce que personnellement je connaissais pas le mot. Puis la définition que j'ai trouvée c'est une personne qui ignore les bonnes manières et se comporte de manière grossière comme le ferait un barbare. Fait que c'est quand même assez insultant, honnêtement. C'est comme dire quelqu'un qui a pas de manière, là. La situation a même été repartagée dans des médias à l'international, comme aux États-Unis et en Angleterre. Il y a même des journaux qui en ont parlé de la situation. Quand Transport Canada a été mis au courant de la situation, ils ont annoncé que les passagers qui auraient commis des infractions seraient passibles d'amende de 5 000 $ par passager et par infraction. Il y a aussi la santé publique qui a été impliquée rapidement pour tout ce qui est l'histoire des faux tests, des faux passeports vaccinaux, puis d'essayer de voir dans le fond si c'était vrai, si c'était pas vrai, puis qui avait participé à ça. On a même vu des images sur Instagram de policiers qui attendaient les voyageurs qui avaient réussi à revenir directement aux portes de l'avion pour les escorter jusqu'au bureau de la santé publique ou en tout cas à la zone de santé publique dans l'aéroport. Si jamais les voyageurs sont reconnus coupables d'infraction ou en tout cas d'avoir faussé les tests ou de dire qu'ils sont négatifs alors qu'ils sont positifs, bien, ils font face à des amendes qui vont jusqu'à 750 000 $. C'est vraiment majeur comme conséquence. Je pense pas que le Canada a, depuis le début de la pandémie, donné ce genre d'amende-là, mais bref, c'est vraiment... ça fait peur. T'sais, on se rappelle, là, dans la première vidéo, j'ai parlé de Rebecca, qui était la gagnante du concours, ou en tout cas une des gagnantes du concours. Elle a avoué qu'elle avait la COVID et qu'elle était positive avant de prendre le vol vers le Mexique. Fait que c'est vraiment une candidate pour ce genre de peine-là. À voir si ils vont vraiment lui donner ça comme conséquence. Là. Puis je sais qu'il faut que je me trouve un avocat aussi, un avocat. Là, je suis fatiguée, désolée. Je me réveille genre souvent là, pendant la nuit. Tu sais, genre c'est n'importe quoi. Tu sais, comme exemple, il a falsifié des tests COVID. Moi, en fait, j'avais déjà le COVID, comme ça s'est su. Puis je l'assume complètement, là, c'est vrai. J'avais fait des tests PCR et tout. Puis parlant de Rebecca, justement, son histoire a vraiment été beaucoup médiatisée parce que c'était une des seules qui continuait de s'adresser sur Instagram, qui parlait de la situation, puis qui répondait à beaucoup de commentaires. Puis suite à comme plein de vagues de haine, on a vu sa mère apparaître à la semaine des 4 juillet. Sa mère est venue sur le plateau, elle tenait à présenter ses excuses en son nom et au nom de sa fille, au personnel de la santé, aux travailleurs de Sunwing, au premier ministre même directement. Puis, tu sais, sa mère, dans l'entrevue, elle revient sur le fait que sa fille a gagné le concours. Puis, elle voulait pas que sa fille aille à ce voyage-là. Elle lui disait, tu sais, il y a quelque chose de louche, tu peux pas juste gagner un voyage comme ça.
puis que tout soit gratuit. Elle pensait même littéralement que sa fille était en train de se faire embarquer dans un réseau de prostitution puis qu'elle allait plus jamais la revoir. Par chance, c'est pas ça qui est arrivé, là. Au moins, je veux dire, c'est grave ce qui est arrivé, mais au moins, ça s'est pas fait prendre dans un réseau de prostitution, là. Ça a été vraiment le bout. Elle mentionne aussi sur le plateau que Rebecca regrette vraiment beaucoup tout ce qui s'est passé, toutes ses actions aussi, le fait d'avoir participé, le fait d'avoir pris l'avion en étant positive à la COVID, qu'elle comprend aussi l'ampleur de la situation, puis qu'elle comprend aussi l'impact que ces gestes ont pu poser. Elle dit aussi que Rebecca est prête à faire face aux conséquences à son retour au Québec parce que présentement, elle est encore au Mexique vu qu'elle est positive encore au COVID. Puis vers la fin de l'entrevue, sa mère veut lancer un message là, aux Québécois comme quoi il faut faire attention quand on se fait donner ou promettre des choses, qu'il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie, puis qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça peut vite se revirer contre nous. Elle dit aussi que Rebecca est complètement laissée à elle-même au Mexique, qu'elle parle presque pas anglais, qu'elle parle pas espagnol, puis c'est même sa mère qui doit payer la chambre d'hôtel en ce moment pour sa quarantaine parce qu'elle a plus de contact avec l'organisation du voyage, puis que lui, ben, tu sais, finalement, ils l'ont pas tant supporté que ça, là. Donc, on va revenir justement sur l'organisation du voyage et surtout l'organisateur, James William Awad, qui disait qu'il allait être là pour tous les voyageurs de son voyage. À la suite, il y a eu des enquêtes qui ont commencé sur lui et sur son organisme, son voyage, sa compagnie. Il y a aussi l'Office de la protection du consommateur qui a commencé à se pencher sur son cas. Dans le fond, ben, ils ont annoncé que James William Awad n'était pas titulaire d'un permis d'agent de voyage. L'Office de la protection du consommateur indique aussi que, selon l'article 2 de la loi sur les agents de voyage, la définition d'un agent de voyage va comme suit. C'est toute personne, société ou association qui, pour le compte d'autrui ou de ses membres, effectue ou offre d'effectuer l'une des opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un titre pour l'une de ces opérations. Puis les choix, c'est A, la location ou la réservation de services d'hébergement, B, la location ou la réservation de services de transport et C, l'organisation de voyage. Puis ben c'est un peu pas mal ce que James aurait fait, là. Il aurait organisé un événement avec du transport, avec un logement et en fond un voyage complet au Mexique. S'il est reconnu coupable d'exercice illégal, là, je crois que c'est ça le terme, il est passible d'une amende qui va de 100 $ à 15 000 $ pour lui personnellement, et pour le 111 Private Club qui va de 2 000 $ à 100 000 $. Donc ça, on n'a pas encore les résultats, l'enquête est encore en cours. James William Awad il a aussi mentionné à plusieurs reprises sur Instagram qu'il voulait éviter de voir les journalistes à son arrivée au Québec. Fait qu'il donnait pas d'informations sur où il était, ses déplacements, c'est quand il allait revenir au Québec, par quel moyen il allait revenir au Québec. On n'était pas vraiment au courant de tout ce qui se passait. Jusqu'au moment où il a franchi vraiment les douanes, il a fait des stories sur Instagram pour montrer qu'il traversait les douanes. Puis on l'a vu dans un camion de déménagement U-Haul, puis il était à bord avec 2 autres personnes. Puis ce qui est quand même ironique, on va dire, c'est qu'il a traversé au Canada le dernier jour du couvre-feu en pleine nuit autour de 2-3 heures du matin. Donc dès qu'il est traversé du côté du Canada, la police était là, ils l'ont arrêté pour non-respect du couvre-feu. Puis ben, il y a eu une amende de 1 500 $ et les 2 personnes avec qui il était aussi ont eu l'amende. Je pense pas que 1 500 $ ça joue beaucoup pour tout l'argent qu'il y a, mais ça reste que, en tout cas, je trouvais ça quand même spécial. Une journée plus tard, il serait revenu 2 heures ou 3 heures plus tard, il aurait évité l'amende, mais il a traversé les douanes en auto, puis ben, dès qu'il était rendu de l'autre côté, il respectait plus le couvre-feu. James William Awad et Rebecca Saint-Pierre sont pas les 2 seuls qui ont commencé déjà à ressentir les effets et les conséquences du voyage, qui ont participé. Il y a aussi d'autres passagers qui ont commencé à ressentir ces conséquences-là. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. On va revenir sur Frédéric, que je vous avais parlé dans la première vidéo. C'est la fille qui a mis un string dans son visage en guise de masque pour faire rire. Ben, elle était employée de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, et on a appris qu'elle a été congédiée suite à tout ça. Je voulais aussi revenir sur une information quand même importante, c'est qu'elle se nommait comme avocate sur Instagram, alors qu'on n'a pas d'informations comme quoi elle serait réellement avocate. Elle n'est pas sur le bottin des avocats, ni sur le tableau de l'ordre du barreau.
Puis ça, quand tu te dis un titre que tu n'es pas, c'est considéré comme l'usurpation de titre, si je me trompe pas. Je sais pas à quel point le barreau va s'impliquer là-dedans, puis tu sais, parce qu'elle pourrait être à risque, si c'est reconnu coupable, je pense qu'elle peut même être à risque de perdre son droit de devenir avocate. Je sais pas s'ils vont le faire ou pas, mais je voulais juste mentionner que c'est ça. On n'a pas le droit de se dire... C'est comme si moi, je disais que je suis avocate, ben j'ai pas le droit de dire que je suis avocate si je fais pas partie du tableau du barreau ou du bottin des avocats. Puis aussi, ce que je trouvais quand même spécial, c'est qu'elle travaille elle travaillait pour l'AMF. Puis c'est l'AMF aussi qui avait reconnu James William Howard comme coupable dans un exercice illégal en tant que conseiller financier. J'en avais parlé dans la première vidéo. Fait que ouais, je pense pas vraiment que son employeur a apprécié le fait qu'elle côtoyait James quand lui-même a été reconnu coupable par l'AMF. On a aussi appris qu'il y a un autre passager qui s'appelle Carl Bernard qui a perdu son emploi comme courtier immobilier chez Sutton. Dans le fond, dans l'article, on voit qu'il a été suspendu, mais il y a aussi la vice-présidente et chef des opérations chez Sutton qui indique qu'une suspension dans leur domaine, c'est équivalent à un renvoi ou à un congédiement. Fait que c'est vraiment, les deux ont perdu leur emploi. Il y a aussi des rumeurs comme quoi les deux pilotes qui étaient membres du voyage seraient à risque aussi de perdre leur emploi à cause du comportement qu'ils ont eu dans le vol. Et il y a aussi des influenceurs qui ont perdu leur contrat avec leurs agences et avec des compagnies qui représentaient. Bon, désolé si le cadrage a bougé, j'ai manqué d'espace de stockage, mais on continue. Quelques jours après toute cette histoire-là, on a entendu James dire sur son Instagram qu'il avait été invité à Tout le monde en parle. On a peu de confirmation de la part de Guy Lepage ni de Guillaume L'Espérance, mais plusieurs personnes critiquaient un peu comme quoi que ça serait donné une plateforme supplémentaire, déjà qu'on parle que de lui, puis que il mériterait pas, là, dans le fond, d'avoir cette plateforme-là. Puis comme de fait, quand la date du show est arrivée, la date de l'émission, il faisait pas partie des invités. Fait que plusieurs personnes se sont mis à dire que c'était faux ce qu'il avait dit, qu'il avait jamais été invité par Tout le monde en parle. Puis pour se défendre, il a mis sur Twitter un screenshot d'une conversation qu'il avait eue avec la rédactrice en chef de Tout le monde en parle. Fait que je vais vous lire le courriel. Ça dit « Bonjour Monsieur Howard, accepteriez-vous de faire une entrevue à l'émission Tout le monde en parle à Radio-Canada le dimanche 16 janvier, date de notre première émission? Je sais que vous êtes présentement débordé par l'organisation du retour des voyageurs et par les demandes des journalistes, mais j'aimerais que vous considériez notre demande. Nous sommes le talk show le plus regardé au pays, notre influence est énorme et ce depuis 18 ans. Merci de considérer notre demande d'entrevue. » Fait que quand il a mis ça sur Twitter, il y a plein de gens qui se sont mis à se questionner sur est-ce que c'était un vrai email. Puis il y en a plusieurs qui ont trouvé que c'était un peu louche parce que premièrement, ça serait pas la rédactrice en chef qui écrirait aux invités directement, ça serait plus des recherchistes. Fait que déjà là, ce point-là faisait pas beaucoup de sens. Et en deuxième partie, il y avait pas, de signature avec des coordonnées. C'était comme un format assez basic. Tout était sur la même police d'écriture. Il y avait pas de logo de Radio-Canada. Fait qu'il y avait plein de choses qui faisaient un peu que c'était louche dans le email. Et il y a plein de gens qui ont dit aussi que le contenu faisait pas vraiment de sens pour une invitation à Tout le monde en parle. Personnellement, j'ai pas reçu d'invitation à Tout le monde en parle, fait que je peux pas vraiment juger. Mais c'est ce que les gens ont commenté. Après plusieurs échanges de tweets, il y a Guillaume L'Espérance qui a commenté en disant que même si James aurait voulu venir à Tout le monde en parle, c'est pas lui qui décide. Fait que ça sonnait un peu comme quoi qu'il était pas vraiment le bienvenu. Je pense pas qu'on va le voir prochainement dans une émission de Tout le monde en parle, ni là ni dans le futur. Fait que je viens d'écouter la conférence de presse de James William Howard qui était ce matin à 11h. Honnêtement, je vais pas faire une super longue partie sur ce bout-là parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Il a dit qu'il allait poursuivre Sunwing pour bris de contrat. Il a dit aussi que les autres compagnies aériennes devraient avoir honte d'avoir abandonné les Canadiens sur place, que le party qu'il y a eu dans l'avion durait 10 minutes au max, puis que sinon il avait écouté les consignes des agents de bord et du pilote. Puis sinon, il a utilisé l'occasion pour plugger un prochain événement de son club. Tout le monde était comme en live, fait qu'il a mis ça un peu sur la map, son club, l'ouverture, puis les prochains événements. Fait que c'est pas mal ça, honnêtement. Ça a pas été très long. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre vraiment à dire là-dessus. Donc là, on va entrer dans la partie moins sérieuse de la vidéo. On va parler des genres de théories du complot ou théories de conspiration autour du voyage et de l'organisateur. Fait que la première théorie, ça serait comme quoi? Ça serait le gouvernement qui serait derrière l'organisation du voyage
Puis ça serait dans le but de nous distraire des nouvelles mesures sanitaires qui ont été mises en place à ce moment-là, fait que le couvre-feu, la fermeture de certains commerces, puis les restaurants, puis ainsi de suite. Je trouve que ça fait pas vraiment de sens parce qu'il y a des gens qui étaient dans le voyage que dans les 2 dernières années ont critiqué le gouvernement, puis ils disaient que tout ce qui était la COVID, c'était faux, fait que je vois pas pourquoi là, il aurait accepté de travailler pour le gouvernement puis de faire partie de ce mouvement-là. Puis ben d'encourager ces comportements-là, c'est nuisible pour le système de santé, fait que je vois pas pourquoi le gouvernement aurait encouragé ça. Bref, tout fait pas vraiment de sens pour moi autour de cette théorie-là. La deuxième théorie, je la trouve déjà un peu plus plausible, mais encore là, on sait pas trop. Ça serait comme quoi que ça serait James lui-même qui aurait fait fuiter les messages du Discord aux pages de Drama comme ODScoop et Drama Québec. Ça pourrait être vrai dans le sens qu'il aurait voulu avoir plus de popularité, plus de notoriété, se faire connaître un private club, son organisme. Mais en même temps, quand on voit toutes les enquêtes auxquelles ils font face en ce moment, tous les risques, toutes les amendes, toutes les pénalités, ben je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt. Tu sais, même juste par rapport à lui, c'est tellement louche tout son argent, comment il l'a fait, que là, il s'attire quand même beaucoup d'ennuis si les gens se mettent à enquêter sur lui puis qu'ils trouvent des choses illégales, disons. Je vois pas pourquoi il aurait voulu volontairement que le ministère du Transport, la santé publique, l'Office de la protection du consommateur, puis tous ces organismes-là se penchent sur son cas. Finalement, la troisième théorie, ça tourne autour de comment James aurait fait toute sa fortune. Fait que dans ma première vidéo, j'en ai parlé un peu, ça serait comme quoi il aurait développé un programme ou un langage de programmation qui aurait révolutionné le monde, qui serait en C++ puis qui compilerait pas. Honnêtement, je me connais pas tant, fait que... Mais quand il s'est fait poser des questions là-dessus, il n'y avait pas d'informations plus à donner, il n'y avait pas de preuves, il ne montrait pas c'était quoi son code. Jusqu'au jour où, à un moment donné, il y a eu assez de pression qu'il a sorti une vidéo où on voyait des extraits de son code. Puis, il y a plusieurs gens experts dans le domaine qui ont commenté la situation puis qui ont dit que son code, quelqu'un qui est au secondaire pourrait avoir fait un code comme ça, que le format n'était pas nettoyé, que c'était vraiment pas assez simplifié, puis que ça pourrait pas être quelqu'un qui aurait révolutionné le monde ou de programmation qui aurait construit un code comme ça. Par exemple, il y a quelqu'un qui a commenté « J'ai checké son Twitter et il a l'air d'essayer de faire un interprète C++ qui s'intègre au HTML et qui a sa balise HTML dédiée comme PHP. C'est pas impossible qu'il puisse exécuter du C++ sans compiler. Par contre, on s'entend qu'il a pas fait des millions avec ça. » Il y a même quelqu'un d'autre qui a commenté, qui avait été voir son site web puis qui avait trouvé des failles de sécurité sur son site puis qui l'a encouragé à retirer la vidéo puis à investir dans de la sécurité parce que il se mettait beaucoup à risque. Fait que je me dis, si quelqu'un était aussi bon en programmation, comment ça que son site serait autant pas sécuritaire? Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'il dit dans ce post-là que la technologie va être bientôt disponible au public. Par contre, dans d'autres entrevues, il dit qu'il a déjà vendu la technologie à des grandes compagnies qui refusent de nommer. Fait que là, ça vient se contredire. Il y a aussi un autre commentaire qui est sorti de quelqu'un anonyme qui se dit de son entourage, ou en tout cas qui est allé avec lui au secondaire. Je vais vous le lire. La personne dit « J'ai côtoyé Kevin au secondaire et je connais plusieurs personnes de son entourage. » On se rappelle que James s'appelait Kevin avant 2012 quand il a fait son changement de nom. Je vous en ai parlé dans la première vidéo. Il poursuit en disant « Je reste anonyme, mais je vous partage la vérité. Il a fait sa fortune sur le dark web en faisant plusieurs types de piratage, ransomware, phishing, carte de crédit, détournement de fonds, etc. Il a bien évidemment été payé en bitcoin pour ses magouilles et maintenant il essaye de tout sortir et de blanchir en achetant de l'immobilier et en mettant de l'argent dans des compagnies start-up bidons, Krusty Krust, AstroFit Gym, Triple One, Coconut, etc. Il vend ses bitcoins localement ici à Montréal et à Toronto pour du cash. Il a des livraisons de sacs de cash à chaque semaine. Ce cash-là, il l'injecte dans différents biens et avoirs, maisons, montres, voitures. Il prend ensuite des marges de crédit contre ses avoirs pour avoir l'argent en compte de banque et pour pouvoir le dépenser de manière legit. Legit entre guillemets. C'est un abruti, donc au lieu d'être low-key, il s'est cru invincible et a voulu flasher. Il possède aussi plus de 15 voitures, Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes, etc. qu'il paye en comptant chez John Scotty Montréal pour blanchir. Si quelqu'un a un contact pour les autorités appropriées pour faire une enquête approfondie, veuillez les contacter. Honnêtement, ça sonne louche toute cette histoire-là. Fait que, si ces informations-là sont vraies, ça fait pas de sens que c'est lui qui aurait voulu s'attirer autant de visibilité sur ses activités. Parce que, s'ils sont illégales, je pense pas qu'il aurait voulu se faire prendre.
Donc au final, on n'a pas de résultats sur les enquêtes de Transport Canada et de la santé publique encore, mais je crois bien que ça va sortir d'ici quelques mois. Une leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on rend disponible sur les réseaux sociaux parce que même si on n'est pas connu ou peu connu, comme plusieurs des passagers, ça peut facilement devenir viral et se retourner contre nous. Fait que c'est pas mal tout pour la vidéo. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous, mettez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos que je vais sortir, puis commentez ce que vous pensez de la situation, likez, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!